Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mémoire du XXe siècle. Déjà paru. Larissa Quin, Helena retrouvée. Récit polonais, 2013. Lucien Murat, Carnet de guerre et correspondance 1914 à 1918. Document présenté et annoté par Françoise Figus, 2012. Zisla Belliatmorgensztern, La photographie Pithiviers 1941. La mémoire de mon père 2012. Serge Boucher de Farin, de l'Ain au Danube. Témoignage de vétérans de la Première Armée française 1944 à 1945, 2012. Gabriel Balic, Saison de guerre, note d'un combattant de la Grande Guerre 2012. Jean Duclos, note de campagne 1914 à 1916 suivi d'un épilogue 1917 à 1925 et commenté par son fils, Louis-Jean Duclos collectif Artois 1914-1915, 2012. Odette Abadi, Terre de détresse. Birkenau, Bergen-Belsen, nouvelle édition 2012. Sylvie Douche, correspondance inédite à des musiciens français. 1914 à 1918, 2012. Michel Ribonne, Jour de colère 2012. François Marquis, Pour un pays d'orangers, Algérie 1959 à 2012, 2012. Jacques Rongier, Ma campagne d'Algérie tome 1 et 2, 2012. Michel Feldman, Le carnet noir 2012. Jean-Pierre Côme, Algérie Souvenirs d'ombre et de lumière 2012. Claude Soubest, Une saison au Tchad 2012. Paul Ollier, Algérie mon amour 2012. Anita Nandriscudla, 20 ans en Sibérie. Souvenirs d'une vie, 2011. Gilbert Barbier, Souvenirs d'Allemagne, Journal d'un STO, 2011. Alexandre Nicolas, Sous le casque de l'armée, 2011. Préface. Il faut une belle audace pour faire le portrait du père, a fortiori s'il est mort il y a 50 ans et si l'ambition, outre retracer son parcours, est de saisir sa vérité. Les écueils sont notoires, deux principalement. Le filtre de la piété filiale, qui laisse craindre une hagiographie. L'accès à des sources tangibles, s'agissant d'un homme que ni son activité sociale ni manifestement sa personnalité n'inclinèrent au récit de soi, et dont par ailleurs l'engagement dans la résistance comme plus encore, la déportation furent pour les siens de longues absences opaques, pour la biographe des apories plutôt que des chemins semés de signes. L'auteur, né en 1933, affronte ses difficultés de face. D'une part, elle a le talent de se placer d'instinct au cœur de l'enquête, accomplit la prouesse d'habiter ses perceptions d'enfant, assume pleinement sa subjectivité. D'autre part, elle recueille et décrypte avec clairvoyance la moindre archive disponible. La plongée capture bien davantage que le matériau requis par le projet initial, confirmé pourtant avec raison dans le titre. Le père en ses territoires, la parentèle et au-delà, une tranche profonde et éloquente du dernier siècle français. Quelle famille en effet, et quelle traversée. Disons sans embâche que la vie de Jean Bénesse, celle où il embarque les siens, est un éloge de ce que fut notre République, la troisième, et de l'ancrage qui sut trouver certaines bourgeoisies, à l'honneur de l'une et de l'autre, ce qui vaut d'être souligné. Une carrière vouée au service public, à Nancy, Lyon, Paris. Une sphère privée qui accomplit avec naturel l'idéal assimilationniste. La rencontre d'une seconde épouse, dont Marion est la fille, fit abruptement entrer la tourmente génocidaire dans l'histoire des Bénesse. Une famille ainsi qui subit les deux faces de la barbarie nazie et vichiste. Répression politique et persécution raciste, laquelle faillit emporter Marion enfant. Un père résistant, un demi-frère compagnon de la libération, tandis que le versant maternel est décimé par les tracts. Mais bourgeoisie ostensible, une maison épicentre et authentiquement foyer de plusieurs générations. Enfin des comparses inattendus, Jacques Majorel, Jules Romain, Francis Lemarque. Il fit deux guerres, y compris les Dardanelles, se tint à une vocation singulière de médecin hygiéniste et connut Mauthausen. Marion Bénesse ouvre, éclaire, surtout relie ses identités fermées et complexes. Pour accéder à la dernière, la plus inaccessible, elle repousse les illusoires commodités de l'empathie et trouve les preuves de ce qu'il avait été durant cette longue spoliation. J'ai éprouvé l'apaisement, et même le bonheur de le retrouver tel que je l'ai connu, les deux images se superposant exactement. Mesure-t-on l'étendue, la qualité de mémoire qui se fût engloutie si ce travail n'avait pas été accompli ?
Il aura fallu à l'auteur un demi-siècle de contournement, de latence, de malaise sans doute, avant que ne soit enfin possible d'ouvrir les boîtes à secrets, de lire leur contenu, de dialoguer avec de rares témoins directs, de hanter quelques territoires dont les vestiges du camp, de replonger en soi-même. Tous les fils peu à peu mis à jour, un peu démêlés, et c'est la face positive de l'histoire, le père, acteur de sa vie même en quelque sorte à Mauthausen, qui rend possible l'écriture. Grâce auquel, en une coulée délicate et pénétrante, tout le reste nous est offert qui n'est pas rien. Daniel Simon. Dédicace. À ma cousine Michèle, compagne des années difficiles. À mon frère admiré Gérard, compagnon de la Libération. Remerciements. Avec ma très affectueuse reconnaissance. À Daniel Simon et Caroline Ullmann. Président et vice-présidente de l'Amicale de Mauthausen. Pour leurs encouragements et leur exigeant soutien. Avant-propos. Mon frère Gérard Théodore, membre du Conseil de l'Ordre de la Libération, me demanda un jour si j'avais des documents sur Mauthausen, en particulier les cartes postales envoyées du camp pour le musée de l'Ordre de la Libération aux Invalides. Les documents de mon père, malgré les multiples déménagements, étaient toujours à portée de ma main, alors que les cartes postales se trouvaient avec d'innombrables photos à la cave, dans un grand et très lourd carton à chapeau. Je n'avais ni le courage, ni le temps, ni personne pour remonter cet énorme carton carré. Ceci ne put être fait qu'au départ de la famille de Fanette, l'aînée de mes jumelles, pour Toulouse. J'entends mon frère se moquant gentiment de moi. « Ne serais-tu pas un peu paresseuse, ma vieille ?» Je n'avais pas, apparemment, la curiosité des parcours précis des déportés. Or, je ne me serais pas donné autant de mal, avec une obstination quasi obsessionnelle, si je n'avais porté en moi ce besoin de connaître le plus exactement possible ce qu'avait été la vie de mon père pendant les 18 mois qu'il passa en ce lieu qu'était le camp de Mauthausen. Il s'agissait d'une curiosité non refoulée, mais bien rangée dans la malle d'un grenier intérieur. Vivre le présent avec mon père demandait déjà beaucoup de compréhension, de son comportement d'une autre. Une famille de déportés revenus n'est pas une famille ordinaire s'il en est. Il est difficile de vivre avec un non-dit, que tout le monde connaît puisqu'il ne s'agit pas d'un secret de famille, qui n'est pas non plus un déni, mais une zone noire dont on n'a pas envie de parler par pudeur ou pour ne pas gâcher par des souvenirs douloureux le moment présent. Et puis, un jour, un enchaînement de circonstances fait que l'on met le doigt dans l'engrenage de la curiosité et de la recherche. Presque par hasard, le début d'un fil d'Ariane vous entraîne dans cette aventure, pour ainsi dire dans une autre vie. En tout cas pour moi, il en fut ainsi. Il y eut d'abord en juin 2004, le départ de Fanette pour Toulouse, avec Maryse et enfants, mes petits-enfants Magali et Valentin, dont je m'occupais presque quotidiennement. C'était naturel. Fanette travaillait tout près de chez moi, les horaires d'une commerciale me réclamaient disponible et cette organisation me fabriquait une vie pleine et heureuse. À peu près au même moment, j'ai perdu une amie, Jacqueline Weinstein, à qui je faisais office de troisième fille et pour laquelle j'avais une véritable affection. Je m'en étais vraiment occupée à partir d'une vilaine fracture du fémur, puis lorsqu'elle tomba définitivement malade. Jusqu'à la minute de son décès dans ma main, le 26 juillet 2004 à Sainte-Périne, hôpital gériatrique de l'assistance publique, je suis allée la voir pratiquement tous les jours. C'est ainsi que je me suis retrouvée les bras vides, très perdue, à devoir affronter trop de temps mort. J'assurais le fonctionnement de la bibliothèque des malades à l'hôpital Henri Dunant, 2 fois par semaine, mais cela ne suffisait pas. J'ai demandé à Éric, le mari de Fanette, d'aller à la cave me chercher le carton à chapeau. Quelle affaire! Le fond était pourri, 70 ans de photos englobant 2 familles, Bénès et Gémard, les papiers de mon père, le tout en vrac, sauf 1 ou 2 vieux albums. Il me fallait trier, classer, installer par terre à l'entrée du salon débordant sur la petite entrée. J'ai commencé par un premier tri grossier dans des boîtes à chaussures avant d'affiner dans des sous-chemises. J'ai découvert toutes les photos concernant la défense passive, le service d'hygiène, la colonie scolaire de Gentilly, toute la vie professionnelle de mon père. J'ai repris sa serviette en cuir, qui avait traversé tous les déménagements sans être perdue ni même détériorée. J'ai entrepris de reclasser tous les documents dans la perspective d'une utilisation différente.
C'était pendant la dernière hospitalisation de mon amie Jacqueline. Nous avons eu juste le temps d'échanger sur ma timide envie d'obtenir de la ville de Nancy une plaque sur un immeuble du quartier Saint-Èvre, de préférence sur le mur de l'ancien service d'hygiène devenu service des douanes. Jacqueline m'avait fortement encouragée à cette démarche. À mesure qu'avançait mon travail de documentaliste, l'idée prit corps. J'ai d'abord demandé au maire de Nancy, le docteur Rossineau, de bien vouloir réfléchir à ma suggestion. Il a considéré immédiatement à la lecture du dossier, documents et articles, que je lui avais adressé, que la ville de Nancy se devait de rendre hommage à Jean Bénès. Par une délibération du conseil municipal du 27 mars 2006, la décision fut prise de dénommer les locaux municipaux C40, rue Sainte-Catherine, siège notamment du service santé-environnement, espace Dr Jean Bénès. L'emplacement est particulièrement bien situé. La rue Sainte-Catherine débouche sur la place Stanislas, entre la préfecture et le Grand Théâtre. Je me suis mise en tête qu'il y avait suffisamment de documents divers et intéressants pour concevoir une exposition associée à l'inauguration de cette nouvelle dénomination. Le maire en convainc. Frédéric Richard, chef de cabinet avec les services techniques de la ville, se chargea de la conception et de l'organisation. L'exposition évoqua les fonctions de mon père à Nancy et la période de la déportation. Un panneau définitif est apposé sur la porte extérieure. Une photo sous verre accompagnée d'une biographie sont désormais installées dans le hall. Pour l'inauguration, le 22 avril 2006, en présence du sénateur-maire, tous les petits-enfants et arrière-petits-enfants de Jean Bénès s'étaient déplacés. C'est durant cette période de préparation que j'ai trouvé ce que j'appelle des trésors, et que donc je me suis mise au travail. À peu près à la même époque, à la faveur d'une émission de télévision, Culture et Dépendance, à laquelle participaient Simone Veil et Pierre Day, je me suis rendu compte que si Buchenwald, Auschwitz, Dachau étaient souvent évoqués, ce n'était pas le cas de Mauthausen. J'ai écrit à Pierre Day, chez son éditeur, le 29 janvier 2005. Très vite, le 4 février, il m'a téléphoné. Il avait bien connu mon père à Compiègne-Royalieu, il m'a parlé longuement de leur conversation. Il m'a conseillé de joindre l'amicale de Mauthausen, au moins pour obtenir le matricule de Jean Bénès que je ne connaissais même pas. J'ai ainsi pu adresser mes demandes de dérogation indispensables, et tout s'est magnifiquement enchaîné. Je n'ai rencontré que compréhension, bonne volonté et efficacité. Le hasard m'a offert aussi un déjeuner, chez ma cousine Jeanne-Marie de Ricou, avec Jacqueline d'Alincourt-Péry, à qui j'ai parlé de ces documents retrouvés que je ne pouvais décemment pas laisser repartir aux oubliettes. C'est elle qui m'a fait découvrir l'existence des camps annexes, elle qui m'a donné toutes les adresses auxquelles je pouvais m'adresser pour obtenir des informations, elle qui m'a placé en face de mon ignorance, du moins de la distance à laquelle je m'étais tenue. Jeanne-Marie de Ricou, qui avait dédié sa thèse de médecine à mon père, a mentionné Gilbert Dreyfus, dit Desbrises, médecin à Mauthausen et Ebensee, et lointain cousin du côté de son père. Jeanne-Marie m'a rappelé cette phrase de mon père que je lui avais entendue à son retour. « Je n'aurais pas été médecin, je ne serais pas revenu. » Finalement, les choses avancèrent assez vite, du 29 janvier aux dernières consultations en août 2005. J'avais le temps, les enfants partis à Toulouse, je n'étais plus la mamie suroccupée. Jacqueline Weinstein n'était plus là, malheureusement. J'ai classé. Je suis allée copier les dossiers conservés dans chacune des bibliothèques des archives ministérielles, départementales ou municipales. Je n'avais droit, sauf à Caen, ni aux photocopies ni aux photos. J'avais en mémoire un film documentaire vu avec les parents au cinéma Le Régent, avenue de Neuilly, et dans lequel mon père jouait le rôle, selon le générique, d'un médecin déporté. Or je n'avais aucune idée ni du producteur, ni du metteur en scène, pas même du titre. Évidemment je n'ai eu qu'une idée en tête, me procurer ce document, pour moi d'abord, l'envie de revoir le père de cette époque parler et bouger, et naturellement pour ses petits-enfants. Il me semblait normal de m'adresser au ministère de la Santé, et au service de l'assistance publique de Paris, puisque mon père en dépendait à l'époque, et puisqu'il s'agissait d'un film d'éducation sanitaire. Sur les indications que je reçus, je m'adressai à l'Institut national de l'audiovisuel, Archives françaises du film, et j'obtins non seulement les renseignements que je cherchais, mais une copie de cette cassette vidéo me fut adressée,
sans bien évidemment me donner une autorisation d'exploitation, ce qui n'était pas dans mes intentions. Je suis ainsi entré en possession d'un film de 8 minutes, tourné en 1946, titré Le Passant de Malheur. Nous l'avons naturellement dupliqué sur DVD, et mes enfants et petits-enfants ont pu voir et entendre leur grand-père, la voix un peu déformée et l'image un peu floue, technologie ancienne, mais aussi diction et scénographie surannée. Moi, je le reconnais bien, son espèce de sûreté souriante et ronde, dès qu'il voulait faire passer un message, l'image que j'en garde avant notre retour à Nancy en 1948. Ce n'est qu'un enchaînement de circonstances, on l'a compris, qui m'a permis de satisfaire ma curiosité générale de l'histoire de la déportation, et de la curiosité particulière que j'avais de mon père en tant que déporté ou de le mieux connaître tout simplement. Au cours d'une réunion organisée par Michel Rousseau-Rambaud, alors présidente de l'amicale de Mauthausen et Daniel Simon, vice-président, pour faire appel aux bonnes volontés qui pourraient participer d'une manière concrète à la vie de l'amicale de Mauthausen, j'ai rencontré Patrice Laforie, professeur d'économie au lycée Varocco, pôle de la santé et du social à Tomblaine près de Nancy, et qui, avec sa femme Chantal, a la charge des voyages de mémoire organisés par l'amicale. Patrice est venu à l'exposition de Nancy, puis m'a proposé de participer, le 29 avril 2008, à la journée concluant les travaux des étudiants de 3e année en économie sociale, titrée « Le service d'hygiène de Nancy dans l'entre-deux-guerres, les actions du Dr Bénesse ». Leur promotion s'appellera « Promotion Jean Bénesse ». Allant, plus par instinct que par raisonnement comme d'habitude, au repas de l'amicale à l'hôtel Lutetia, lieu du retour des déportés, à l'occasion du 60e anniversaire, je me suis retrouvé membre de l'amicale. J'y ai fait mes classes, j'ai acquis une certaine culture de la déportation. La lecture systématique de la collection des bulletins m'a fait mesurer les facettes et analyses des témoignages et interprétations des historiens, ainsi que de l'évolution de l'amicale au fil des décennies. Et puis un jour, l'émotion ressentie en lisant ce papier qu'avait fait mon père sur la libération du camp a été comme un coup de tonnerre. Je le découvrais dans son écriture et prenais connaissance pour la première fois d'un récit précis par lui, de ce qu'il avait vu et vécu. J'ai entendu beaucoup de témoignages de déportés rencontrés, et chaque fois c'est toujours ce petit pincement au cœur que je retrouve, d'une manière plus intense d'ailleurs au cours des cérémonies commémoratives organisées par l'amicale au camp central et ses annexes. Maxéville. Le grand-père de Jean Bénesse, Baptiste Bénesse, cafetier maréchal ferrant à Fumel dans le Lot-et-Garonne, n'a pas les moyens de permettre à son fils Marc Lucien, futur père de Jean, de poursuivre des études en faculté de médecine, d'où l'école de santé militaire de Bordeaux. Lucien Bénesse termine sa carrière comme médecin général, inspecteur des armées. Baptiste Bénesse reçoit l'autorisation du tribunal de transformer le nom de Bentessé, qui devait se prononcer Benet, nom peu flatteur, en Bénesse le 7 juillet 1855. Cette autorisation est transcrite sur son acte de mariage. La mère de Jean, Geneviève Marpon, femme de Lucien Bénesse, est issue d'une famille d'intellectuels qui compte un recteur d'académie, un député académicien et un médecin. C'est une femme dotée déjà toute jeune d'une très forte personnalité. C'est la réputation qu'elle avait dans la famille. L'origine maternelle des Marpon-Mézières se trouve à la fois à Réon, dans le nord du département de la Meurthe-et-Moselle, et à Montigny-lès-Metz, banlieue de Metz, en Moselle. On ne peut pas plus lorrain. Un Charles Marpon, originairement typographe-éditeur, a l'idée originale de vendre les livres invendus de ses clients éditeurs en réduisant le prix. Le succès est tel qu'il s'associe à Ernest Flammarion, ouvre librairie à l'enseigne Marpon et Flammarion, rue de l'Odéon à Paris, dans les années 1880. Ces deux pôles si contrastés, à la fois géographiquement et culturellement, ont forgé la personnalité de Jean, faite à la fois de constance, de rigueur, de profondeur, de sérieux dans l'accomplissement des buts fixés. Il a un sens très profond de la responsabilité et de la solidarité, des traits de caractère qu'il poussera à l'extrême. Un atavisme lorrain, un autre du sud-ouest qui lui donne cette drôlerie, allant parfois jusqu'à l'ironie ou des plaisanteries pas toujours appréciées, avec une tendresse à toute épreuve, toujours fidèle à ses convictions et à ses amitiés. Son ambition n'est pas de faire carrière au sens où l'on emploie ce mot aujourd'hui, mais de réaliser ce qu'il a imaginé,
mettre sa créativité au service de la santé et de l'hygiène publique est sa véritable raison de vivre. Jean Bénesse est né le 28 mai 1888 à Tarbes où son père Lucien était en garnison, probablement capitaine, puisque Geneviève Marpon, devenue Geneviève Bénesse le 12 avril 1887, avait précisé qu'elle n'épouserait Marc Lucien que lorsqu'il serait capitaine. C'est une femme d'autorité qui a des principes. Ils habitent Paris, rue Vaneau, lorsque mon grand-père Marc Lucien Bénesse est nommé professeur au Val-de-Grâce et à l'école de guerre. Jean Bénesse suit ses petites classes au lycée Montaigne. Il y obtient son certificat d'études le 21 juillet 1899. Puis c'est Nancy, importante région militaire. Marc Lucien Bénesse, promu au grade de général, y exercera ses fonctions. Des photos le montrent inspectant la roulante, cuisine ambulante de l'armée. Beaucoup plus tard, son fils Jean inspectera lui aussi des cuisines, celles d'hôpitaux ou de colonies scolaires. Ville de garnison, Nancy est aussi une ville universitaire. Faculté de médecine, lettres, droit et grandes écoles, des eaux et forêts, des beaux-arts, des mines, d'électricité, de chimie. C'est une ville très animée, vivante et jeune. Ils habitent rue de la Source, à proximité du palais du gouvernement, de la place Stanislas et de la Pépinière. N'en déplaise aux Nancéiens, il s'agit du seul très beau quartier de la ville. Lors de leurs habituelles promenades à cheval, les officiers se déplaçaient alors ainsi, en forêt de haies. Le père et le fils ont le coup de foudre pour un ancien relais de chasse. La poutre maîtresse grossièrement gravée date de L 782. Toutes les pièces du rez-de-chaussée sont décorées de fresques. Au salon, des médaillons dans le plus pur style Louis XVI, guirlandes, fleurs et pastorales, cachés par un certain nombre de couches de papier peint et donc bien protégés. La maison n'était pas en bon état. Les fresques du salon seront restaurées par les étudiants de l'école des Beaux-Arts. Pour le reste, il fallut la rendre habitable, aux normes et dans le style L900, chauffage central au boulet de charbon, mur de l'escalier intérieur recouvert de toiles de jute marron imprimées de fleurs de lys bordeaux pour la serre, d'énormes pivoines rouges sur fond noir. Le jardin en friche fut redessiné à la française. La maison comme le jet d'eau du bassin sont alimentés par la source de la mine dont il sera question plus loin. L'eau arrive à la cuisine et à la buanderie par de très grosses pompes à main. Dans la cuisine, une haute cheminée dans laquelle on tient debout et un évier plat en pierre beige. Dans la buanderie qui va servir d'écurie, une auge profonde d'1 mètre environ est nichée dans le mur, un four à pain toujours protégé par sa grille. Pendant la guerre de 1939 à 1945, ce mur sera couvert de cages à lapins. Les pelouses du jardin seront transformées en champs de pommes de terre et à l'emplacement des rosiers, pousseront tomates et légumes d'hiver sans parler des plants de tabac. Dans l'une des 2 caves voûtées qui serviront d'abri pendant les alertes en 1939, une croix de Lorraine peinte en rouge l'indiquait sur le mur à côté de l'entrée. On peut toujours voir d'énormes rails de pierre comme de longs murets parallèles sur lesquels roulaient autrefois les tonneaux de vin. La famille Bénesse achète donc en 1904 cette maison que l'on appellera toujours Maxéville, comme si c'était la seule maison du village ou un lieu-dit à elle toute seule. Maxéville est en réalité une commune industrielle attenante à Nancy. Les grandes brasseries de Maxéville employaient 300 personnes et fabriqueront jusqu'à 150 000 hectolitres de bière par an, exportés tant en Afrique du Nord, en Indochine, qu'en Amérique du Sud ou au Congo. La dernière guerre leur sera fatale. La main-d'œuvre qualifiée faisant défaut, les brasseries seront converties en entrepôts frigorifiques. De vastes champs de fraises, les fraises de Maxéville, très réputées, remplace à flanc de coteaux la vigne, de culture traditionnelle, détruite par le phylloxéra à la fin du XIXe siècle. Les vignerons deviennent maraîchers. Le coteau était dans mon enfance, et restera longtemps encore un lieu de promenade. La mine produit une houille dite minette de Maxéville. En prévision des bombardements, les galeries servent régulièrement aux exercices d'alerte dès 1939. Une entrée principale à côté du cimetière, une autre près de l'église. C'est par celle-ci que les enfants des écoles primaires de filles et de garçons pénètrent dans des tunnels noirs, au sol irrégulier, au parcours difficile. On voit mal les rails sur lesquels les wagonnets sortent la minette. La marche dans le noir, l'enfoncement dans le sol, frayeur de tous les enfants, était en ce lieu plus inquiétant encore. Nous entrions du côté de l'église, ressortions près du cimetière. Beaucoup d'enfants y apprendront à apprivoiser, outre la peur du noir, l'angoisse qu'infusaient les circonstances.
Les entreprises Solvay sont spécialisées dans l'extraction du calcaire. Celui-ci est acheminé jusqu'à un transborder aérien qui relie la carrière à la vallée de la Meurthe. Se découpant dans le ciel, le flux régulier d'ébène suspendu aux câbles soutenus par des pylônes me paraissait inexorable. Petite fille, j'éprouvais en les regardant un peu hypnotisée, un sentiment étrange que j'aurais eu bien des difficultés à définir, mais affleurant ma conscience. Le symbole du déroulement irréversible de la vie, en tout cas indépendant de notre volonté, peut-être à l'origine d'un fatalisme qui après tout m'a permis une traversée sereine de bien des vicissitudes et la naissance d'une étrange confiance dans le déroulement des événements. L'entreprise avait fait construire 112 maisons jumelées. La cité Solvay, cet ensemble d'habitations alignées en contrebas de la rue sur laquelle donnaient les petits jardins individuels, n'était ni laide ni triste. Naturellement, l'entreprise Solvay occupait toute la place dans la vie du village. On travaillait chez Solvay, on habitait la cité Solvay, les vies se déroulaient dans un même lieu, dans un même espace, on existait et on considérait le devenir à travers l'entreprise Solvay. Je ne peux manquer de signaler ici que les usines Solvay implantées près de Linz en Autriche employèrent de la main-d'œuvre concentrationnaire dans les camps de Linz I, II et III, qui étaient des commandos satellites du camp central de Mauthausen. Maxéville est un haut lieu d'institution socio-éducative. L'école normale de jeunes filles, fière de ses majuscules, tant est grande son importance en ce temps-là. Pendant la guerre de 14 à 18, notre maison qui se trouvait juste en face, devient une annexe de l'hôpital complémentaire installé dans l'école normale. Ma grand-mère Bénesse, comme doit pouvoir le faire la femme d'un médecin général, dirige et supervise en tant qu'infirmière-major les soins donnés aux convalescents. La serre, salon d'hiver, 14 mètres de long sur 5 de large, peut abriter 17 blessés convalescents. L'un d'eux, blessé au bras, deviendra le filleul de guerre de ma grand-mère. Il s'appelait Fernand. Factotum dévoué en contrepartie du logement et de la nourriture, il s'occupe du jardin, rentre et sort de la cave les 6 gros lauriers roses qu'il faut mettre à l'abri pour l'hiver, nettoie les gouttières bouchées par les feuilles mortes du hêtre pourpre tombé à chaque hiver, mais au renouveau assuré à chaque printemps, cet arbre bicentenaire est pour nous symbole de force pérenne, d'espérance et d'optimisme. En réalité Fernand tient le rôle de l'ordonnance qui avait été attachée au général Marc-Lucien Bénesse. Fernand sera le parrain de la petite Marion, unique petite fille de la grand-mère Bénesse. Il la gâtera, fabriquera lit de poupée, petite table pour écrire, il lui offrira les jouets importants, vélo, voiture à pédales, cheval à bascule, bien décevant il ne bougeait pas tout seul. Tant d'autres encore, présents d'autant plus extraordinaires que les enfants étaient à l'époque beaucoup moins gâtés qu'aujourd'hui. La mission de l'hôpital Jean-Baptiste Thierry était de prendre soin d'enfants handicapés. Ils passaient en rang devant notre maison lors de leur promenade. Les religieuses de Saint-Charles, congrégation vouée aux malades, en avaient la charge et la responsabilité. L'importance des sœurs de Saint-Charles fut primordiale dans l'histoire hospitalière de la ville de Nancy. Cette congrégation est l'un des grands propriétaires terriens de Meurthe-et-Moselle. Jean-Baptiste Thierry est à l'heure actuelle un centre pour polyhandicapés. Jean Bénesse obtient son bac philo, sciences, latin en 1907, il s'inscrit en PCN physique, chimie, sciences naturelles, qui deviendra PCB, physique, chimie, biologie, puis sera encore transformé en PCEM, premier cycle d'études médicales. 2 ans plus tard, il devient assistant de physiologie, publie sous la direction du professeur Spillmann une étude sociologique sur la syphilis à Nancy et sa région. Le professeur Étienne, pour sa part, travaille sur la prostitution et son rôle dans l'extension de la syphilis. Le professeur Jacques Parizeau, grand résistant arrêté le 9 juin 1944 et déporté au camp de Neuengamme-Hambourg, futur doyen de la faculté de médecine de Nancy, est également un grand clinicien, professeur de médecine sociale à Nancy. Il fonde en 1920 l'Office d'hygiène sociale et de défense contre la tuberculose en Meurthe-et-Moselle. Tels sont les maîtres de Jean Bénesse, ou ses patrons selon le jargon hospitalier. Dans la présentation de ses travaux consignés dans un fascicule, exposé des titres et des travaux scientifiques, il atteste une conscience tout à fait claire de la mission de l'hygiéniste. En voici un condensé. L'hygiéniste est avant tout un médecin averti, doué de toutes les qualités cliniques. Une longue pratique hospitalière lui est nécessaire. Pour accéder à cette spécialité, l'hygiéniste doit, outre le diplôme de la spécialité,
pendant les 3 ans d'internat des hôpitaux, être passé dans des services de médecine générale, de médecine infantile, de maladies vénériennes et des services de pneumologie. La pathologie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.